Romain Gary, ou Roman Katsef, est un écrivain de renommée mondiale, le romancier francophone le plus lu du XXe siècle. Le seul écrivain à avoir reçu le prix Goncourt à 2 reprises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut pilote dans les forces aériennes françaises libres. Décoré plusieurs fois pour son héroïsme, il reçut la Croix de guerre, la Croix de la Libération et la Légion d'honneur. Il fut diplomate en Bulgarie et en Suisse, consul général aux États-Unis, représentant de la France aux Nations Unies, cinéaste à Hollywood, amant et mari de femme fatale, et père d'un garçon, Diego. C'était un homme distingué qui décida de mettre fin à ses jours en 1980. Mais il est toujours resté le fils de sa mère, un éternel enfant, qui était né et avait grandi à Vilnius. Je vous avouerai quelque chose. La promesse de l'aube est mon ouvrage préféré. Dans ce livre, j'ai mis beaucoup de moi-même et de ma vie. Romain Gary, écrivain français, né et éduqué à Vilnius. J'ai écrit ce livre pour 2 raisons. D'abord pour me débarrasser de moi-même, pour en finir avec ce personnage un peu encombrant que je traînais derrière moi, et surtout pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15-20 ans et qui semblait encore demander quelque chose qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant, c'est fait. J'ai lu Romain Gary quand j'avais à peu près 13-14 ans. Et c'est grâce à Romain Gary que je suis rentré dans la littérature. Je me souviens, nous avions un professeur de français et qui était un personnage particulier qui nous faisait ses cours en nous lisant du Romain Gary. Et donc ces cours, c'était seul, au tableau, avec son livre dans la main, et il commençait à lire des passages entiers de la promesse de l'aube. Et quand je dis il lisait, c'était une page, ça prenait à peu près 20 bonnes minutes de lecture. Il y mettait toute sa passion, toute son envie. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Romain Gary. Jeigu pagal knygas, tai turbūt nieko originalaus nepasakysiu, kad Aušros pažadas. Ant tiek žavesio kupina knyga, kaip Maskvos literatūrologė pasakė, kad yra knygų įvairių, gal prakilnių, bet tokio žavesio daugiau nėra 20 amžiuje. Žavesys. Ta prasme, kad ir žmogus, kai pradėjau domėtis, jį bandyti suprasti, atrakinti jo visą kūrybą, žmogus nepametęs, išskyrus liūdniausią periodą poros metų, optimizmo, vilties, šviesos. Per savo kūrybą nešė viltį, autoironija, humoras, šviesa, vaizduotė. Tai tas turbūt labiausiai ir žavi. O jeigu konkrečiai, aišku, saviausia, bent mums jau Vilniečiam, ta Vilniaus, ne tik Vilniaus, bet vaikystės, jaunystės knyga, Aušros pažadai. Si La promesse de l'aube était une sorte d'achèvement où il raconte effectivement la manière qu'il a eu de remplir les promesses qu'il avait faites à sa mère, on peut se dire, à ce moment-là, ça y est, il avait vécu. Et c'est ainsi que finit d'ailleurs que commence même la promesse de l'aube, c'est fini. Ça veut dire que là, il a achevé quelque chose. Mais il a achevé quelque chose, mais quand paraît la promesse de l'aube en 1960, il n'a que 46 ans. Et c'est là qu'après, il commence d'autres choses complètement différentes. L'action du roman autobiographique La promesse de l'aube se déroule dans les cours de la rue Basanavičius, qui s'appelait à cette époque Wielka Paulianka. C'est ici, à Vilnius, capitale de la Lituanie, alors simple province russe de l'Empire tsariste, que débuta la vie de Romain avec sa mère, vie passionnée et difficile, entourée de mystifications et de légendes. Apie Romain Gary galima pasakyti, jis yra skaitomiausias pasaulyje prancūzų rašytojas. Bet kas apie jį ką žino? Apie jį labai daug yra gandų, kadangi vienas iš įspūdingiausių jo kūrinių yra Aušros pažadas, visi maždaug jį suvokia kaip autobiografiją. Bet tai yra autobiografinio pobūdžio, bet ne 100% autobiografija. Tačiau žmonės įsimena personažų vardus ir vadina Romano Gary motiną Nina Borisovskaja, kadangi ji buvo Mina Ovčinskaja. Ir daug yra tokių neva
metaforiškų sutapimų, bet faktinių nesutapimų. Après la première publication en lituanien du livre La promesse de l'aube, il y a plus de 10 ans, un groupe d'enthousiastes s'est posé la question de savoir s'il était possible qu'en fait, Romain Gary soit né à Vilnius et non pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, comme il était écrit dans ses papiers d'identité et dans ses biographies. Vous êtes d'origine russe, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai été naturalisé. Oui, vous avez vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 7 ans. Je voudrais que vous me disiez quand votre mère, pour la première fois, vous a parlé de la France. Elle m'a parlé pour la première fois de la France lorsque nous étions dans les wagons à Bestiaux, quelque part dans les plaines enneigées entre la Russie et la Pologne. Elle me parlait de la France comme on raconte des contes de fées. Gerokai prieš 10 metų buvo mano kolegos ir jis atėjo vieną kartą ir pasakė, žinai, yra toks garsusis prancūzų rašytojas Romainas Gary. Ir dėl jo kilmės čia labai daug yra visokiausių gandų, bet man atrodo, kad vis dėlto jis turėtų būti kilęs iš Vilniaus. Ir taip prasidėjo ta paieška. Pradėjom žiūrėti mūsų archyvo dokumentus. Agranovskis kai ką surado centrinėme archyve ir įrodėm vis dėlto, kad Romainas Gary iš tikrųjų yra Lietuvos kilmės žydas, kitaip šnekant litvakas. Čia yra įrašas, kad 1914 metais, gegužės 8 dieną, čia pagal seną stilių, tai čia, sakykime, pagal dabartinį šiuometinį kalendorių, tai čia reikėtų pridėti 12 arba 13 dienų skirtumas. Gimė Roman, tėvas Trokskiai, второй гильдии купец. Tai tėvas jo Leiba Faiviševič Davidov. Tai reiškia, kad Leiba Romano tėvas ir mama nurodyta kaip Mina, tėvavardis Joselio duktė Joselivna. Suradus šitą aktų įrašą, aš tada pradėjau žiūrėti adresų knygą, kuri vadinasi Visa Vilna ir kuri buvo išleista 14 metais. Ir šitoj adresų knygoje aš suradau įrašą apie tai, kad Kacavas Leiba Faivišo sūnus tuo metu gyveno Vilniuje, Sirotskaja gatvė 6A, dabartinis adresas Subačiaus 8. Tuo metu gimdavo vaikai dažniausiai namuose. L'écrivain n'a jamais caché son origine juive, mais il ne l'a jamais spécialement soulignée. Cela lui était plus utile pour le personnage qu'il jouait dans la vie. Dans le roman Chien blanc, il dit « Oui, ma mère était juive. Mes ancêtres du côté paternel avaient du sang tartare et participaient à des pogroms dont mes ancêtres juifs étaient victimes. Ça me posait problème. » Pendant une conférence en Israël, un respectable journaliste juif m'a demandé « Monsieur Gary, êtes-vous circoncis ?» C'était la première fois que la presse s'intéressait à mes organes génitaux. Je n'ai pas osé le nier. Je ne voulais pas renier ma mère. Cette reconnaissance indirecte de son origine, les archives centrales de Lituanie la confirment. Oui, Gary était un litvak. Žydų gimimo metrikų knygose prie berniukų yra 2 datos. Viena data yra gimimo, antra data yra apipjaustymo data. Tai Romanas Gary gimė gegužės 8 pagal seną stilių, apipjaustymas buvo padarytas gegužės 15 dieną. Tarp kitko, čia yra nurodytas ir pagal žydišką kalendorių, kada tas buvo padaryta. Paprastai tai darydavo 7 dienų, jeigu vaikas buvo sveikas, nesilpnas ir panašiai. Jeigu vaikas buvo silpnas, tai darydavo vėliau. Tai be tų apeigų čia nekaip neapseisi, ypač tam laikmetį, tas tikrai buvo daroma be jokių kalbų. Netgi yra nurodytas asmens, kuris vadinosi Mohel, kuris atliko tą apipjaustymą vardas. Tai buvo Icik Bukatme. Dans les mêmes archives, on a trouvé le certificat de mariage de ses parents. Avant, tout le monde pensait que sa mère, Nina Borisovskaya, était venue à Vilnius quand Romain avait 3 ans et qu'il était né en Russie. Mais les documents des archives ont mis la vérité en évidence. Les parents officiels de l'écrivain étaient de Vilnius. Le 28 août 1912,
Le fils du commerçant Fajvičovič Davido, qui s'appelait Leiba, célibataire de 29 ans, s'est marié avec la fille de Josel, qui s'appelait Mina Brekstein, une femme divorcée de Varsovie, dont le nom de jeune fille était Oczynskaja. Elle avait 33 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce fils de commerçant, qui a 29 ans, se marie avec une femme plus âgée, divorcée et femme au foyer. Mais nous reviendrons sur cette étrangeté un peu plus tard. L'écrivain Roman Katsev est né le 8 mai 1914, au 8 de l'actuelle rue Subatchos. C'était l'appartement de ses grands-parents pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, la mère de Roman n'a été enregistrée comme résidente de cet appartement qu'en 1915 et pour une période très courte. Avant, son adresse était un manoir de Verkey. Pourtant, elle est née et a grandi dans la ville de Švenčonis. Qu'est-ce que cela traduit? Le chaos de la guerre, des problèmes de relations familiales, une méfiance? C'est difficile à dire. Dans la plupart des biographies de l'écrivain, il est écrit que son père Leiba Katsev a été mobilisé dans l'armée de la Russie tsariste en 1915 et que Roman et sa mère, Mina, ont déménagé à Švenčonis dans la maison des parents de celle-ci. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette famille. Le père était Josel Ovčinski, la mère Gitel Kavarskaya. Il y avait 6 enfants dans la famille. Turėdami daug vaikų, stengiasi visom išgalim jiems suteikti kažkokį išsilavinimą. Pati Mina Ovčinska ir jos sesuo ir broliai lankė gimnazijas ir buvo labai gerai išauklėti žmonės ir apsiskaitę. Minos brolis Baruchas buvo advokatas Varšuvai ir labai sėkmingai vertėsi ten. Une analyse de son œuvre affirme que l'écrivain n'a jamais oublié son enfance à Švenčonis. Il en a parlé dans une des variantes de son livre « L'éducation européenne ». Mais il n'a pas mentionné que ses grands-parents maternels avaient vécu dans cette ville prisée des Juifs depuis toujours. Jie būtent apsistojo pačiame miesto centre, vykdė tam tikrą amatinę veiklą, tai būtent buvo ir kailių fabrikėlis, iš pradžių dirbtuvės, paskui jau plėtėsi fabrikėlis, atsirado perdirbimo kailių, atsirado arklininko tokia kaip ir profesija, atsirado ir profesijos tokios kaip didžioji prekyba. Na ir kaip čia yra sakoma, prekybininkai pagrindiniai buvo žydai. Près de la moitié des habitants de Švenčonis étaient juifs. La plupart vivaient autour de la place du marché. Le grand-père de l'écrivain, Josef Ovčinski, était commerçant en grains. C'était un homme fort. Il est mort de tuberculose en 1941, juste avant la guerre. Sa grand-mère a été assassinée par les fascistes. Leurs tombes sont dans le cimetière juif. La famille de la mère de l'écrivain a été assassinée par des officiers SS au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le monde ancien des Juifs a été irréversiblement détruit. L'écrivain le savait, mais malgré tout, Švenčonis reste un souvenir lumineux. Jie gyveno Švenčionise, tas miestelis jam irgi buvo labai brangus ir net būdamas jau tokio brandaus amžiaus ir būdamas garsus diplomatas, turėdamas keletą namų ir Prancūzijoje gražų butą ir pietų Prancūzijoje savo vilą. Jis vienam savo draugui, kuris įsigijo sklypą, patarė, tu užsodink jį saulėgrąžom, nes puikiausias vaizdas, aš atsimenu Švenčionise saulėgrąžų lauką. Beaucoup de ses livres sont des livres de type autobiographique, c'est-à-dire qu'il utilise le je. C'est-à-dire que l'auteur, le narrateur, et celui à qui arrive l'histoire, c'est la même personne. C'est Romain Gary. Et bien quand je lis pas l'histoire d'un quelconque personnage, d'un jeu, mais ce jeu devient universel. C'est-à-dire que aujourd'hui dans la littérature, notamment française, il y a beaucoup de gens qui se regardent de nombril, comme on dit en français, et qui écrivent sur eux, le jeu, voilà. Mais on s'en fout, ça reste sur eux-mêmes. Romain Gary il écrit avec jeu, mais ça ouvre des horizons extraordinaires, ça ouvre l'universalité, et tout le monde se reconnaît dans le jeu. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se reconnaître. Et c'est pour ça que Romain Gary, quand on le lit, on pleure, on rigole. Venons-en au secret de Vilnius.
Plusieurs biographes de l'écrivain disent qu'en 1915, lui et sa mère quittent Vilnius et partent en Russie, où sa mère devient comédienne, même si elle n'y est qu'une artiste de second plan. Neradome taip pat jokių žinių apie Minos Avčinskojos veiklą teatruose. Jokiam teatre, jokiam sąraše nefigūruoja jos pavardė. De plus, les recherches dans les archives centrales de Lituanie ont soulevé de nouvelles interrogations sur les séjours forcés dus à la guerre de Romain et de sa mère en Russie. Rasta nemažai dokumentų, kuriuose yra daug žinių apie rašytojo motiną, Miną Kacev. Vienas iš jų yra Rusijos valdžios išduotas pasas, su kuriuo, kaip manoma, Mina Kacev vyko į Rusiją. Pasas išduotas Vilniuje 1913 metais sausio 7 dieną. 1915 m. rugsėjo mėnesį išvyko į Rusiją. Ji gyveno Rusijoje iki 1919 metų. Pase yra 10 punktas, kuriame pagal pasų statuto 10 ir 11 straipsnį buvo įrašomi vaikai, netekėjusios dukros iki 21 metų, taip pat kiti globotiniai. Pas Miną pase tokių įrašų nėra. Pagal pase esančius įrašus galima tvirtinti, kad Romanas nevyko su motina į Rusiją. Il y a deux hypothèses. Soit Romain n'est pas allé en Russie et est resté avec ses grands-parents à Chmenchonis, et tous les récits sur les Cosaques, les steppes et les tournées avec une troupe de théâtre seraient le fruit d'un sentiment de nostalgie et d'une vaste imagination. Soit il aurait été enregistré sur les documents de son père, Leiba Katsev, qui avait été mobilisé en Russie. Mais tout le monde sait que les enfants ne pouvaient pas entrer dans la zone de guerre. Protokole dėl Leibos Kacevo gyvenamosios vietos nustatymo yra žinių, kad 1915–1918 metais Leiba Kacevas su savo tėvu Faivušu buvo išvykę į Rusiją. Jie grįžo iš Rusijos į Vilnių 1918 metais, Leiba išvyko į Vokietiją, grįžo į Vilnių 1921 metais. D'après les documents, en 1918, Leiba Katsev a rapporté un très grand nombre de peaux et de fourrures pour la somme de 200 000 zloty, ce qui était une somme immense à l'époque, et les a vendues dans l'entreprise familiale qui se trouvait rue Vokitchou, à l'époque appelée la Deutsche Gas. Il est peu probable que les fourrures aient été des trophées de guerre. Namas buvo ne jų, jis priklausė bankininkui Bunimovičiui, o kailių salonas nebuvo pelningas, tačiau ten buvo telefonas ir ten galima buvo paskambinti numeriu 1306. Il est difficile de dire si Romain Katsev appelait son père au téléphone, car à cette époque-là, c'était un phénomène vraiment rare. Cependant, on sait que Leiba faisait partie de la chorale de la synagogue, et il est probable qu'il y allait très souvent avec son fils. Romanas Gary rašė savo romaną Europietiškas auklėjimas Pietų Afrikoje, eskadrilės Lotaringija bazėje. Jis jį rašė susikūprinęs prie savo guolio pertraukose tarp dviejų skrydžių. Jis labai skubėjo, kadangi galėjo ir nebesugrįžti iš to skrydžio. Ir visas citatas tų šeštadienio pamaldų jis rašė atmintinai. Vadinasi, tas įstrigo jo sąmonėj labai seniai ir patikslinau su tekstu. Čia Šabo sutikimo psalmė. Visiškai nėra jokių klaidų. Vadinasi, jis ją žinojo atmintinai. Le personnage de ce livre, qui s'appelait Yanek, décrit précisément son retour à la maison par les rues de Zavalnaya et Bolshaya Pohulanka, qui sont aujourd'hui les rues Pilimo et Basanavičius. Il est évident que l'écrivain n'avait pas oublié sa ville natale, Vilnius, d'autant plus qu'après la guerre, Mina et Romain Katsev s'y installent et que Mina ouvre un atelier de chapeaux. Štai didžiosios Pohuliankos gatvės 16 namo knygoj randam įrašą apie Miną Kacevą ir Romaną Kacevą. Mina Kaceva buvo ištekėjusi namų šeimininkė, Vilnių atvyko iš Varšuvos
ir užsiregistravo 1921 m. rugsėjo 21 d. Kartu įrašytas jos sūnus Romanas Kacevas. Skiltyje tėvų vardai nurodyta, kad Minos sūnus 7 metų, 21 metais. Dans les archives de police, il y a tout un dossier d'informations personnelles sur Mina. Il est écrit qu'elle savait parler russe, polonais, hébreu, allemand et français. À cette époque-là, à part l'allemand et le français, au moins 3 de ces langues étaient parlées dans les cours de Vilnius, où le petit Romain aimait, rêvait, grandissait, luttait et faisait l'expérience du plus grand cadeau de son destin, l'amour sans limite de sa mère. Vunderkindo kultas virpėjimas ties savo vaikų, kartais vieninteliu, kad iš jo išaugs kažkas, kas apstulbins pasaulį, buvo labai būdingas žydų viduriniosios klasės šeimoms. Tokia pat buvo Bako motina, kuri faktiškai jį suformavo kaip tapytoja, ir Gary, kuriam absoliučiai fantasmagoriška, šiais laikais aš manau, kad galbūt nuo šito, reiškia, rekomenduotų psichiatrą tokiais atvejais, reiškia, motinai, įsikalė jinai, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius čia, kuomet jis buvo Vilniaus vaikigalis, basas lakstantis po kiemus ir po sandėliukus, čia visus Basanavičiaus gatvėje, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius ir didis prancūzų rašytojas, kokiais jis ir tapo. Jis buvo Los Andžele Prancūzijos konsulas, Holivudo filmų scenaristas ir prancūzų rašytojas 2-kart Goncourt premijos laureatas, kas yra negirdėta net prancūzų tradicijų. Reikėjo pastatyti paminklą būtent tai skrybėlaičių pardavėjai Vilniaus, nevykusiai aktoriai, kuri perteikė tokią aistrą kultūrai, taip įdiegė sugebėjimą gyventi aukštąją prancūzų kultūrą, taip stengėsi diegti Vilniuje Europos madas, jį mokė šokti valsą ir kad kaip turi žiūrėti tikras aristokratas šokdamas valsą į savo partnerį. Žodžiu, šitas visas snobizmas, kuris yra nepaprastai vaisingas, nes jis yra dinaminė jėga, stumianti aukštyn, formuojanti kitą klasę, formuojanti aspiracijas. Tai buvo jo motinos nuopelnas, jis visą gyvenimą jautėsi kaltas prieš motiną, kadangi motina jam atidavė viską ir tik dėl jo viską ir darė. Tai yra visiškai neįtikėtinas dalykas, kuomet jis gaudavo jau mirusios motinos laiškus, parašytus iš anksto, kad nuolat jį palaikytų jos laiškai. Jinai žinodama, koks jam svarbus gyvybingas ryšys tarp jų dviejų sūnaus ir motinos širdžių. Žydų motinos tokios ir buvo. Tai buvo labai talentingas žmogus, bet būdama tokia gausiai apdovanota visokiais talentais, ji visą savo energiją sudėjo į tą vaiko auklėjimą. Tai yra iš tikrųjų ne tik moters žygdarbis, motinos, bet ir žmogaus, kuris savo talentą užgesino, vardant to, kad suspindėtų, sužibėtų kitas talentas. Skatino jį į visuomeninį savęs kelimą aukštyn, siekti nepasiekiamo, kaip tuos nepasiekiamus 8-7 kamuoliukus žongliruojant. Nori 4, jau yra 5, bet nepasieksi niekada, nes jo nėra paskutinį. Tai mama į tą įvedė, tai aš nežinau, ar tai kaip menininkai tai turbūt daugiau pliusas negu kalti. Bet mama, kad ryškiai prisidėjo prie tai faktas, nes kaip ta knyga laikoma gražiausia sūnaus puokštė, literatūrinė padovanota pasaulio literatūroje mamai, be ypatingo saldumo, be nieko, bet tokia meilė eina. Tai kalbos nėra, kad mama va šiuose namuose, būtent jau augimo periodu, kai suprato, kad bus menininkas būtent čia, šiuose kiemuose, tada aš ir gimiau kaip menininkas. Iš besijuokiančių iš jų šeimos žmonių, iš fantazavimo, iš vienatvės. O aš vis tiek skaitau, kad ne tik Nica, bet ir čia svarbiausias jo gyvenime miestas. Dėl to norėjusi įamžinti. Il y avait toutes ces promesses maternelles qu'il évoque dans La promesse de l'aube. Dans La promesse de l'aube, il l'écrit en 1960, à un moment donné où il est consul général de France aux États-Unis, à Los Angeles, donc un poste, une petite promotion encore, et il était ambassadeur, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un poste quand même très prestigieux. C'est aussi un romancier
qui a remporté le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt, en 1956, pour un roman très épais qui s'appelle Les Racines du ciel, où le héros défend les éléphants contre les massacres et les safaris en Afrique. Donc c'est quand même quelqu'un qui a réussi une carrière. Et dans La promesse de l'aube, il raconte que cette carrière, en fait, cet ensemble de carrières, il les a réussi comme pour remplir un contrat qu'il avait passé avec sa mère qui lui avait dit « Tiens, tu seras un grand ambassadeur de France ». Alors il n'est pas tout à fait ambassadeur de France, il est consul général. Tu iras tuer Hitler. Alors il n'aura pas tué directement Hitler, mais il aura combattu Hitler. Tu seras un grand écrivain français, tu seras prix Nobel. Alors il n'aura pas été prix Nobel en 1960, il ne l'aura jamais été au cours de sa vie, mais il aura quand même remporté le plus grand prix Goncourt, le plus grand prix littéraire en France. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il a accompli les promesses maternelles. Cette citation du livre « La promesse de l'aube », au moment où la mère de Romain est accusée par ses voisins de recel d'objets volés, fait preuve d'un amour et d'une confiance immense envers son enfant. Elle n'eut aucune peine à confondre ses détracteurs, mais la honte, le chagrin, l'indignation, comme toujours chez elle, prirent une forme violemment agressive. Après avoir sangloté quelques heures parmi ses chapeaux bouleversés, les chapeaux de femme sont restés jusqu'à ce jour une de mes petites phobies, elle me prit par la main, et après m'avoir annoncé qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, elle me traîna hors de l'appartement, dans l'escalier. Ce qui suivit fut pour moi un des moments les plus pénibles de mon existence, et j'en ai connu quelques-uns. Ma mère allait de porte en porte, sonnant, frappant et invitant tous les locataires à sortir sur le palier. Les premières insultes à peine échangées, là ma mère avait toujours et incontestablement le dessus, elle m'attira contre elle, et me désignant à l'assistance, elle annonça hautement et fièrement, d'une voix qui retentit encore en ce moment à mes oreilles. « Sale petite punaise bourgeoise, vous ne savez pas à qui vous avez l'honneur de parler. Mon fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d'honneur, grand auteur dramatique, Ibsen, Gabriele D'Annunzio. Elle chercha quelque chose de tout à fait écrasant, une démonstration suprême et définitive de réussite terrestre. Il s'habillera à Londres. J'entends encore le bon gros rire des punaises bourgeoises à mes oreilles. Il y avait parmi eux un certain monsieur Piekielny, ce qui en polonais veut dire infernal. Il m'invita même dans son appartement et me combla de bonbons et de rat locum. Pendant que je m'empiffrais, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, le petit homme demeurait assis en face de moi, caressant sa barbiche roussie par le tabac. Et puis un jour, enfin, vint la pathétique requête, le cri du cœur, l'aveu d'une ambition dévorante et démesurée que cette gentille souris humaine cachait sous son gilet. Quand tu sauras tout ce que ta mère a dit, les mères sentent ces choses-là. Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire. Promets-moi de leur dire au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habité monsieur Piekielny. Pirminė parada anglų karalienė, prancūzų eskadrilė. Ir iš mandagumo klausė, iš kur jūs prancūzijos kokio vietos gimimo esat? Pokalbių aukštuomenės. Jis, kad nepainiot jos didenybės, įsitempęs tarp didvyrių. Iš Nicos, nes augo Nicoje ten nuo paauglystės. Ir nueina toliau. Ir staiga sako, aš prisimenu, ką aš pažadėjau žmogų, gal pirmą kartą biškį prisimenu. Aš jam žadėjau, kad jam pasakysiu su didžiaisiais, kaip bendrausiu. Ir aš sakau, jūsų didenybė. O jūs žinokit, kad Vilniui, Velka Pohulianka, 16 name gyveno toksai Piekielnis žmogus. Ir nueina, jinai šypteli, nieko nesupranta. Jam draugai rodo, kad logiškai. Ir sako, nepaisant to, man po to visur, kur aš bebūčiau, su De Gaulle, su internacionalinės organizacijos, jisai buvo pasiuntinys aukšto kalibro labai. Visur aš savo kaip kodą, nes aš pažadėjau. Pranešdavo milijonam televizijos Amerikoje, ypač galinga auditorija, kad o Vilniui baigdavo visą pranešimą pasaulio problemą. O Vilniui gyveno toksai žmogus. Paprastas, mažas žmogus, Piekielny. Jusqu'à sa mort, Mina a fait tout ce qui était possible pour que l'enfance de Romain soit parfaite et qu'il ne manque de rien. Un des Juifs de Vilnius qui a survécu à l'Holocauste a dit que souvent il avait joué avec Romain en camp d'été. C'est ce qu'a dit Alexandre Maga à Myriam Anisimov. Ils s'entendaient bien pendant ces camps d'été qui avaient lieu dans une rue qui s'appelle aujourd'hui rue Girgaud, où un célèbre docteur et voisin de Katsef, Semar Shabad, organisait des activités pour les enfants en été. Alexandre raconte que Romain était toujours bien habillé et que sa mère était très attentionnée. Peut-être que cet amour sans limite s'explique par la mort de son premier fils.
Cette information est apparue seulement en 2014, après des recherches dans les archives de Vilnius. Mina Kaceva turėjo dar vieną sūnų, kurio vardas buvo Juzef. Pavardė buvo Brekštein. Jis buvo vyresnis už Romaną 12 metų ir mirė dar jaunystėje užsienyje. Dokumente nurodyta, kad Brekštein Juzef atvyko į Vilnių 1922 metais kovo 13 dieną. Juzefo Brekšteino tėvai Aron ir Mina. Juzef gimė 1902 metais Varšuvoje. Jis yra mokinys atvykęs iš užsienio. Vilniuje Juzefas gyveno iki 23 metų balandžio 18 dienos. La demande urgente de délivrance de passeport pour l'étranger de Mina Katsev témoigne de l'existence de ce fils d'un premier mariage. Elle veut rendre visite à son fils mourant à Wiesbaden. Plus tard, elle a demandé un autre document qui lui a permis de partir à Gdansk chercher les affaires de son fils déjà mort. D'ailleurs, la première épouse de Romain, Leslie Black, et son ami de lycée, François Bondy, savaient que Romain avait un frère qui vivait avec son père à Varsovie et qu'il était mort très jeune. Donc, les archives de Vilnius révèlent encore un autre secret de la vie de Romain Gary. Récemment, on a trouvé une affiche dans un vieux journal avec une réclame pour le salon de chapeaux du 16 de la rue Polianka, qui appartenait à la mère de Romain. Mais il est peu probable que leur petit appartement puisse avoir été un salon de vêtements français, comme Romain Gary l'a écrit dans son livre « La promesse de l'aube ». L'écrivain a probablement décrit et transféré les souvenirs qu'il avait de l'entreprise de son père, qui se situait dans la rue Voketchu, à l'adresse où il habitait avec sa mère, rue Basanavičius. On pourrait dire la même chose sur la faillite dramatique de la famille après la maladie de Romain. En fait, sa maladie n'a pas été confirmée par les recherches médicales qui ont été entreprises en France plus tard. Mais peut-être qu'il décrivait la maladie de son frère et la chute financière de la famille qui a suivi. La banqueroute a vraiment eu lieu. En 1925, l'entreprise de Leiba Katsev a fait faillite et dans les mêmes années, son frère, Boruk Katsev, fondait une entreprise qui garda le même nom. Les deux frères la géraient, mais les problèmes, autrement dit les dettes, les suivaient encore. 1930 metų pradžioje į parduotuvę esančią Vokiečių gatvėje 31 atvyko teismo įvykdytojai, kurie norėjo patikrinti parduotuvėje esančias jau prieš tai aprašytas prekes. Bet kai teismo vykdytojai užėjo tą parduotuvę, vienas iš ten buvusių asmenų, pasak liudytojų, tai buvo L. Kacev, pabėgo iš tos parduotuvės ir išnešė iš ten buvusias prekes. Todėl teismo vykdytojams patikrinti šių prekių nepavyko. Leiba Kacev gyveno su savo šeima Vilniuje iki 30 metų. 30 metų viduryje jis išvyko į Varšuvą, kadangi turėjo daug skolų ir viena iš tų priežasčių buvo tiesiog pabėgimas nuo kreditorių. Il y a une dernière question à laquelle les archives de Vilnius peuvent partiellement répondre. Dans la biographie de Romain Gary, il est écrit que son père a quitté la famille en 1925. Mais l'écrivain lui-même a déclaré que son père était parti quand il était tout petit et qu'il n'est jamais revenu. De tous les pères que l'écrivain a imaginé, le plus respectable était une célébrité du cinéma muet, Ivan Masjourin. Romain Gary disait qu'il pourrait être son père. Parfois, il a déclaré ouvertement, parfois en donnant seulement quelques indices. Bien que des faits se contredisent, il y a des gens qui penchent pour cette version. Aš manau, kad Mažukinas neabejotinai buvo jo motinos meilužis. Manau, kad jo motinai buvo labai sunku vienai verstis. Ir tai buvo ne vien tik Mažukinas, aš manau, kad tai buvo ištisa eilė vyrų. Kartais vyrų su labai dosnia širdimi. Jinai buvo vieniša motina. Jai reikėjo, nežmoniškom sąlygom reikėjo išgyventi ir suteikti tą sūnui tą ateitį, kurią jis savo įsikalbėjo. Po to jinai drįso netgi su juo emigruoti į Prancūziją ir tikėdama, kad ten jai seksis ir ten iš jo kažkas išaugs. Tai buvo labai drąsi ir pasišventusi moteris, tikrai nepaprasta asmenybė. Jai primindavo jo akis kažką, jos paslaptį, tą garsiai, kur aš tikiu principą. Kažkodėl taip greitai atsiskyrė tik iki pagimdžiusių ir taip toliau, kad Mažukinas atėjęs, aš tikiu asmeniškai, nes jie labai panašus. Nu kam jie be to reiktų? Prieš pat šliubą žentis,
Tai nesvarbu, bet čia tikrai nesugalvota, nes nebūtų prasmės, moterį žino tos dalykus. Net mano laikais, 50-60 metai, kinas tai buvo dar kažkas nesuvokiama. Iš ekrano žmonės nužengė, mums buvo dievai. Nes buvo pradžia. Televizijos dar nebuvo, kinas buvo bent tik. Ir aš įsivaizduoju 30-20 metais, kas tai galėjo būti. Pirmieji nebylūs filmai. Jinai jauna, nevykusi, bet jauna aktorė. Uždarbiaudo minioj, kaip ir mūsų laikais masuoti. Ir staiga vienas iš ryškiausių europinių to laiko nebylaus kino žvaigždžių, rusų Rudolf Valentino buvo laikomas, Ivan Možukin, pamato. Ir kai pamato tokią jauną, fainą damą, reto grožio, tai nuotrauką pamačiau buvo. Semitiniai tamsus bruožai, ten tie visai kitokie. Jis pats iš totorių. Tai galėjo būti Blicas love story. Laisvai. Kino herojus pamato damą, nu kaip tu jam atsispirsi. Nes jų ir panašumas, bet o po to jis lankė jį ir Vilnių čia vat kažką. Ir Nicoj lankė. Nu kam dabar, jisai, jeigu meluotų, vis tiek atsispirdo visada į realų faktą ir paskui jį pagražino. Ir aprašyta viskas, jau kažko tikėti vis tiek galima. Toj knygoje ir Aušros pažadai, kai visa gatvė buvo sustatyta, Pakardas čia atvažiavo. Sustingo judėjimą. Į Vilnių atvažiavo Pakardas su Možukinu. O jis tuo metu gastroliuodavo per tą visą Europą, tuo metu per Lenkiją, taip toliau, tai faktas yra. Tai va, tai aš tikiu, kad tai galėjo būti, nes kitaip, nu kam jam greit įsiskirti, kam greit susirašyti ir nė dienos kartu negyventi jam gimus. Taip jis ir pats rašė, kad nė dienos negyvena. Un beau matin, en revenant de ma promenade avec mon instructeur, je trouvais une petite foule réunie à l'entrée de notre immeuble, bavant d'admiration devant une immense automobile, jaune décapotée, arrêtée devant la porte cochère. Un chauffeur en livrée se tenait au volant. Ma bouche s'ouvrit démesurément. Mes yeux s'agrandirent, je demeurai figé sur place devant cette merveille. Le visiteur était assis dans un fauteuil, les jambes allongées. Je fus frappé par son regard étrange, d'une clarté et d'une fixité légèrement inquiétante, et comme animale, sous des sourcils qui donnaient à ses yeux quelque chose d'ailé. Un sourire un peu ironique errait sur ses lèvres serrées. Je l'avais vu 2 ou 3 fois au cinéma, et je le reconnus immédiatement. Il m'examina longuement, froidement, avec une sorte de curiosité détachée. Bref, complètement abruti et désorienté par les préparatifs qui avaient précédé mon entrée dans le salon, décontenancé par le regard fixe et le sourire énigmatique du visiteur, et encore plus par le silence qui m'accueillit et l'attitude bizarre de ma mère, que je n'avais jamais vue aussi pâle, aussi tendue, le visage figé et semblable à un masque, je commis une gaffe irréparable. Comme un chien trop bien dressé qui ne peut plus s'arrêter de faire son numéro, je m'avançai vers la dame qui accompagnait l'étranger. Je fis une courbette, claquai un pied contre l'autre, lui baisai la main, et ensuite, m'approchant du visiteur lui-même, je perdis complètement les pédales et baisai sa main également. Le résultat de mon impair fut heureux. L'atmosphère de contrainte glacée qui régnait dans le salon disparut aussitôt. Ma mère me saisit dans ses bras. La belle dame rousse, en robe couleur d'abricot, vint m'embrasser à son tour. Et le visiteur me prit sur les genoux. Et pendant que je sanglotais, conscient de la monstruosité de ma gaffe, il me proposa d'aller faire une promenade en automobile. Ce qui eut pour effet de faire cesser mes larmes instantanément. Pendant 8 jours, la Packard jaune, Canary et le chauffeur en livrée furent laissés à notre disposition. On pourrait jouer un peu avec ces dates trouvées dans les archives, en nous excusant à l'avance auprès des biographes qui affirment que les membres de cette famille ont vécu ensemble jusqu'en 1925. Sans rien affirmer, on peut faire des hypothèses. Romain Gary est né en 1914, une année plus tard, Leiba Katsev partait en Russie. Mina fait la même chose, peut-être avec Romain, mais sûrement sans Leiba, parce qu'il est parti avec son père. En 1918, Leiba Katsev est revenu à Vilnius, mais il en repart très vite et vit en Allemagne jusqu'en 1921. D'après les documents, en 1921, il revient à Vilnius, où il vit rue Pilsudsko, à l'actuelle rue Algirdo. Entre 1921 et 1925, il voyage beaucoup. Il est allé aux États-Unis et en Europe. En 1925 naît sa fille Valentina qu'il a eue avec sa deuxième femme, Frida Boyarska. 1 an plus tard, naît leur fils et pendant très longtemps, ils ont vécu en union civile. En 1929, 10 jours après son divorce avec Mina Ovchinska, la mère de Romain, Leib Katsev a légitimé son mariage avec sa deuxième épouse. Aš suradau iš pradžių, iš antros santuokos, iš Leibos antros santuokos, 2 vaikų gimimus. Vienas vaikas buvo įrašytas
1925 metų gimimo, reiškia, metrikų knygoje, tai buvo Valentina, jau su tokiu pasaulietišku vardu, tikrai nežydišku. Antras vaikas buvo įrašytas 26 metais, tai buvo berniukas vardu Pavel. Valentinos įrašas 25 metais įrašytas buvo pagal sprendimą tik 1931 metais, kur jau buvo įrašyti abu tėvai. Ir Frida iki santuokos Bajarskaja ir Leiba Kacevas. Pavelas, jis gimsta 26 metais, tėvas įrašytas tik 30 metais į tą akto įrašą. Tada kilo klausimas, kodėl. Tada aš pradėjau kelt skyrybų knygas. Ir aš suradau, kad nors Leiba su Minovčinskaja nebegyveno, skyrybos buvo įregistruotos tik 1929 metų spalio 17 dieną. Ir po 10 dienų, spalio 27, įregistruota jo antra santuoka su Frida Bajarskaja, iš kurios gimė jau anksčiau tie du vaikai Valentina ir Pavelas, ir tada padaryti jau prierašai. La vie de la deuxième famille de Leiba Katsev fut tragique. Tai yra žydų piliečių sąrašai Vilniaus geto, Šiaulių gatvės gyventojai. Tuose sąrašuose įrašyti Leiba Kacevas, tarnautojas, Frida Kacev, bei jų vaikai Valentina ir Povilas. Dokumentai šiame fonde yra 1941-1944 metų. Ce sont les dernières traces de la famille Katsev. En 1943, après la liquidation du ghetto juif de Vilnius, ils sont tous morts en camp de concentration dans les chambres à gaz. Romain Gary ne l'a su qu'en 1956. Il écrivit « Venant de Bolivie, où j'étais chargé d'affaires, je m'étais rendu à cette époque à Paris, afin de recevoir le prix Goncourt pour un roman que je venais de publier, Les Racines du ciel. Parmi les lettres qui m'étaient parvenues à cette occasion, il y en avait une qui me donnait des détails sur la mort de celui que j'avais si peu connu. Il n'était pas du tout mort dans la chambre à gaz, comme on me l'avait dit. Il était mort de peur sur le chemin du supplice, à quelques pas de l'entrée. Je suis resté longuement, la lettre à la main. Je suis ensuite sorti dans l'escalier de la NRF. Je me suis appuyé à la rampe et je suis resté là, je ne sais combien de temps, avec mes vêtements coupés à Londres, mon titre de chargé d'affaires de France, ma croix de la Libération, ma rosette de la Légion d'honneur et mon prix Goncourt. J'ai eu de la chance. Albert Camus est passé à ce moment-là, et voyant bien que j'étais indisposé, il m'a emmené dans son bureau. L'homme qui est mort, ainsi, était pour moi un étranger, et ce jour-là, il devint mon père, à tout jamais. C'est dans ces circonstances tragiques que l'écrivain se souvient d'avoir reçu son premier prix Goncourt. Les lecteurs, eux, s'intéressent surtout au fait que ce prix prestigieux ait été remis 2 fois à la même personne, ce qui est unique dans l'histoire de la littérature française. Jis buvo labai visiems pasiekiamas. Jis nieko neatstumdavo, buvo labai bičiuliškas ir lepino publiką savo romanais, rašydamas kone po vieną knygą per metus. Galų gale žmonės priprato, kad Romain Gary visada su jais. Aš tai eilinis jo romanas. Tas jo kūrybos gausumas trupučiuką skaitytojus atbukino. C'était un écrivain qui était un peu méprisé. Il était méprisé non pas par les gens qui le lisaient, parce que Romain Gary, ça a toujours été un écrivain qui a eu un lectorat important. Beaucoup de gens lisaient Romain Gary, c'était un écrivain populaire. Mais il n'était malheureusement pas considéré comme un grand écrivain par ses pairs, par la critique en fait. Donc en fait, Romain Gary, c'était quelqu'un qui était lu, qui était acheté. Beaucoup de gens achetaient du Romain Gary, parce qu'en plus Romain Gary avait un train de vie quand même assez important, donc il gagnait bien sa vie avec l'écriture. Mais d'un autre côté, il était considéré comme voilà, un écrivain
un écrivain de gare, un écrivain pour les femmes. Quand il s'exprimait devant des journalistes, il était encore l'auteur, parce que nous ne sommes pas des êtres à compartiments. Et quand un écrivain répond à des questions de journalistes, il n'arrête pas d'être écrivain. Donc c'est très important en fait de voir que dans cette expérience qui est aussi une expérience littéraire, pour se présenter d'homme à homme, il est toujours l'écrivain. Et donc c'est vrai que plein de fois il a dit vouloir s'oublier dans les personnages, se prolonger dans les personnages, vivre d'autres vies au travers de ces personnages. Donc des personnages inspirés par lui, mais inspirants pour lui aussi. Alors, à propos de la langue natale et de la langue française qu'on retrouve dans ses œuvres, il a beaucoup souffert de certains lecteurs ou de certains critiques qui prétendaient qu'il ne connaissait pas le français et qu'il l'écrivait mal. C'est une profonde injustice. Vienas slapyvardis buvo jo žuvusio Lotaringijos eskadrilės draugo vardas, Sinibaldi. Kitas buvo žaismingas jo sugalvotas žodelis Šatan Bogat. Galų gale, kai tas požiūris į jį trupučiuką atvėso, jis nutarė tą publiką pamokyti. Jis pasirinko naują slapyvardį Emilio Ažaro vardą. Kelis romanus išleido to slapyvardžio pagrindu ir viskas buvo ok, niekas nesidomėjo to Emilio Ažaro, kol netikėtai eilinis romanas Viskas prieš akį gavo Gonkūrų premiją. Turėti 2 Gonkūrų premijas, kažkaip neišeina pagal tos premijos komiteto įstatymus. Ir čia nebuvo jokios išeities, jau sykį ištartas tas vardas, reikėjo tęsti tą žaidimą. Jis labai vargino rašytoją, bet jis negalėjo sugrįžti atgal. Galų gale teko įkalbėti savo sūnėną, antros eilės sūnėną Polį Pavlovičių, apsireikšti kaip Emilis Ažaras. Tas irgi labai slėgė tą žmogų. Galų gale iš to nieko doro neišėjo, tas jam kainavo daug nervų ir daug sveikatos. Ir galbūt buvo vienas iš tų motyvų, kurie pastumėjo jį nusižudyti. D'après les spécialistes, l'œuvre de Romain Gary n'est pas appréciée à sa juste valeur. Lemiama jo knyga, esminė jo knyga yra Aušros pažadai. Neįtikėtinai subtilus humoras, genialūs rašytojo pastebėjimai. Pavyzdžiui, jis kalba apie senų daiktų sandėliuką Vilniaus kieme, kad čia yra žmonijos upė. Jis mato, kaip daiktai nešasi, žmonės išnyksta. Daiktai nešasi dvasią, senųjų gyvenimų į ateitį. Yra jau absoliučiai genialūs pastebėjimai. Humoro jausmas, autoironija. Jis kalba apie savo iliuzijas ir savo saviapgaulės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai humoro jausmas ir tai, kai jis yra pasakęs apie humorą, įgretina su 78 metų Nobelio laureatu, praėjusio amžiaus 78 metų Aizaku Baševiu Singeriu, kuris ištisą fragmentą Nobelio kalboje jis yra paskiręs žydiškam humorui. Jis yra iki galo neįvertintas rašytojas, o jau praėjus šitiek metų po jo išėjimo, pasitraukimo iš gyvenimo, neturėti ne vienos tokios nuodugnios ne biografijos, bet kūrybos analizės, tai yra labai keista. Jis vis tiek ima ateivis ir jis tą pat irgi prašė, kodėl jis leitenanto vardo negavo, baigęs Evoro karo gamyklą Aix-en-Provence. Dėl to, kad jis ateivis iš Rytų Europos, plus antisemitizmas gana ryškus pas juos buvo prieš antrą ir po antro karo, nedeklaruojamas, elegantiškas. Bet ateivis iš neaišku kur ir kaip, tuo labiau ne prancūzas, taip toliau, atėjūna. Tai logiška, kol jisai buvo kaip pleibojus, madingas, žinomas, konsulas ypatingai. Laikraščiuose pirmuose puslapiuose būdų. Kai po to Anapilį išėjo 20-30 metų ir užmiršo. Revenons maintenant à Vilnius, la ville des premières promesses, où se trouve un petit garçon, la tête renversée, les yeux au ciel, qui rappelait douloureusement à sa mère ce quelque chose, l'amour de sa vie, auquel elle était restée fidèle. Dans la cour de la rue Polianka,
Romain est aussi tombé amoureux pour la première fois, quand il avait 9 ans. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle. Et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté, sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche, et elle tenait une balle à la main. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles, et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi, mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Capitulant sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça comme en passant « Yannick a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste ». C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec les noyaux, une souris, et pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne à ma connaissance n'est jamais venu égaler. Je mangeai pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc. Je dois à Valentine d'avoir compris que l'amour de ma mère et la tendresse dont j'étais entouré à la maison n'avaient aucun rapport avec ceux qui m'attendaient dehors, et aussi que rien n'était jamais définitivement acquis, gagné, assuré et conservé. Kai skaičiau, tai matyti ir ieškojau tokio paveikslo, kurį galima būtų paversti skulptūrą, tą pasakojimą. Tai yra ten tokie 2 momentai, kur mama sako jam, kad jis prašydavo, sako, tu pažiūrėk į viršų. Kai jis pažiūrė, tai toks jai gražus, kad jis ten, tu pažiūrėk. Vienas toksai buvo motyvas, ir po to apie tą Kaliošą, kuris vardan meilės valdė ten kirminus, žemę, žolę, viską nieks nepadėjo ir kai suvaldė tą Kaliošą, tai galų gale buvo pastebėtas. Tai užtat jis toks ir yra, tai šitie du momentai, kuris žiūri į viršų ir tą Kaliošiuką suvaldės. Tai man tas kažkaip tai patinka. Aš pagalvojau, kad čia tai yra už ko užsikabinti, tai turėtų būti gražu, įdomu ir, kaip sakyti, ir galėtų žmonės čia būtų intriga. Romain a tenu la promesse faite à sa mère, rue Polianka. Il est devenu écrivain, héros, ambassadeur. Et ici, à Vilnius ou là-bas, en France, on inaugure des sculptures en son honneur. Ses admirateurs fondent les clubs Romain Gary. Et ses livres sont lus dans le monde entier. Alors, à présent, êtes-vous satisfaite, Madame Katseva?